Nani na mwenda ndia yetu Shadovile, ende ya piti endia yetu ya Buluo, ende ya mwambie Baba Bosco anakweni. Wende umwambie mtoto yule ya Bayeke, wende umwambie mwenye singo ya upanga, wende umwambie Baba Bosco wa Bayeke. Il faut pulvériser ça par quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on peut proposer? Et c'est là où on entend l'ingéniosité des intellectuels pour proposer quelque chose de neuf, d'innovateur pour la santé de la nation. Ces pays, c'est un pays pétri de possibilités en termes naturels, mais aussi pétri d'intelligence, qui n'attendent que d'être ordonnancés. Vous êtes là. Mais comme vous êtes là, je vous vois comme des oiseaux du ciel. Vous n'avez pas de maître, vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez rien du tout. Vous vivez le quotidien comme les oiseaux du ciel vivent. Vous vous levez au matin, vous allez à l'école, vous apprenez, vous revenez, vous répétez. Après, vous faites, face à vos répétiteurs, vous faites des perroquets, vous répétez, blablabla, il m'a dit ceci, il a dit cela. Ça veut dire ça, donc toutes les définitions en tête, et vous reproduisez, et par écrit, c'est la même chose. Et finalement, vous avez votre diplôme, vous êtes jeté dans les circuits de la recherche d'emploi, il n'y a pas d'emploi, vous créez votre ligablo, tout ça, et bon, entre potes, vous trouvez... Bon, bref, on répète exactement la même chose depuis plus ou moins 40 ans. Et il ne se passe rien. Alors, il faut des boucs émisseurs, donc soit sur le plan familial, avec les sorciers et tout ça, et bon, et puis les pasteurs viennent en appui pour vous soutenir qu'effectivement c'est ça. Soit il faut regarder dans la partie Est avec Kagame qui vient voler 1 millième du produit congolais pour faire un État un peu viable. Et vous qui avez les 900 000 et des poussières, tout ça, bon bref, vous n'êtes pas obligé de pouvoir les transformer. Donc il faut des boucs émissaires. Donc alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Tiens, on va chercher à tout rendre à Dieu qui puisse nous donner la solution. Écoutez, Dieu, il ne peut pas aider, malheureusement. Oubliez Dieu dans cette opération-là, il ne peut pas aider. Parce qu'il vous assène un argument mortel qui n'est pas négociable. C'est l'argument du 6e jour. J'ai créé l'homme en mon image. Après avoir tout créé, j'ai créé à mon image. Qui suis-je? Je suis le créateur. Donc, j'ai fait des petits créateurs, créés aussi. Stop. Il y en a qui auront la chance, qui seront dans les très bonnes dispositions, qui auront des terres, l'eau, les forêts et tout ça. Il y en a qui seront dans le désert. J'ai décidé comme ça. Et la RDC se trouve être dans la terre la plus propice. L'eau, les forêts, les animaux, les minerais, tout est là. Il nous balance là, il dit bon, maintenant débrouillez-vous. Il prend certains, il les place dans les zones très froides, où il neige toute la journée, quasiment toute l'année. D'autres dans le désert où il n'y a rien. Il n'y a pas un arbre, il y a juste la poussière et le sable. D'autres encore sur les îles flottantes comme les Japonais. Et tous ces petits mondes-là trouvent des solutions. Et nous, on n'en trouve toujours pas. Ah oui, Dieu, mais bon, écoutez, on a tout, mais on fait comment maintenant? On continue à pleurer. Il dit, ah non, 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 non. Quand il suivent, admettons, l'image, parce qu'il faut toujours penser. Dieu fait les tours du monde, enfin de l'univers, et puis après il descend au niveau du circuit solaire et tout ça. Il regarde, ah bon, il y a la Terre qui est là, il y a quelques personnes qui sont là, il traverse. Alors il entend les cris, on m'appelle, où ça? Oui, oui, RDC. RDC? Ils ont besoin de moi? Ah mais non. Je leur ai tout donné à eux. Un des plus grands fleuves. Tous les tableaux qui a été mis en perspective par M. Mendeleïev, ce qu'on appelle les tableaux périodiques, se trouvent chez eux. J'ai même explosé. Une fertilité abondante dans tous les domaines. Domaine humain, domaine de la faune et tout ça. Des variétés animales, on n'a pas compté. Alors, ils veulent quoi encore? Ils veulent ton assistance. Ils veulent l'assistance pour le mariage, l'assistance pour l'argent, ils veulent l'assistance pour tout. Ah non, c'est un peuple quasiment maudit, ce n'est pas un peuple de Dieu. Parce qu'un peuple à qui on donne autant de choses qui n'est pas en mesure de pouvoir juste les transformer. Parce qu'on ne vous demande même pas de créer, on vous demande de transformer, vous avez des formules pour transformer. À quoi nous sert l'institut? Vous avez la Polytechnique ici, non?
Oui? Et ça nous sert à quoi exactement? La polytechnique, c'est ce qui nous sort toute la machinerie nécessaire à tous les sièges humains. Schopenhauer nous parle de sièges humains, c'est-à-dire que toutes les souffrances humaines qu'il faut lever, il appelle ça des sièges. La faim, les maladies, les besoins de se déplacer par exemple. Donc il faut des véhicules, il faut des avions, il faut tout ça. Tous ces sièges humains doivent être résolus en termes de machinerie par la polytechnique. Vous avez une faculté qui ne produit rien. Pas d'avion, pas de véhicule, pas d'armes, rien. Nous sommes sanctionnés aujourd'hui, on a une sorte d'embargo qui ne dit pas son nom sur les armes alors que nous sommes en guerre. Et pourquoi on ne fabrique pas les armes? Qu'est-ce qui nous manque pour fabriquer les armes? C'est une question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer des armes? Il faut du fer que vous transformez en acier. Il faut de la poudre. On sait l'origine de la poudre. Tous ces éléments qui composent ou qui rendent les processus de la fabrication des armes, tout ça est disponible en RDC. La technologie est apprise ici. Et pourquoi on ne fabrique pas les armes? Pourquoi on ne les fabrique pas? Pourquoi nous devons aller faire des pieds et des mains des salamalek à gauche à droite pour solliciter la pitié parce que nous sommes devenus les socles fait, de la pitié internationale? Donnez-nous par ici, donnez-nous par là, s'il vous plaît, aidez-nous par ici. C'est quand même une honte extraordinaire, un peuple mendiant. Ça me fait mal parce que j'ai été le ministre d'État en charge de la mendicité nationale, et par conséquent, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas plus grande honte que de demander, de tendre la main lorsqu'on sait qu'on possède tout ça. Si je ne savais pas, je pouvais être à l'aise, mais je le savais. Alors voyez-vous, la question qui est posée par rapport à la partie Est, sur les intellectuels, il faut déjà, on s'arrête d'abord sur cette option-là, et qui est intellectuel. Donc l'intellectuel, c'est lui qui a conscience totale et les solutions à apporter par rapport à ça. Or, il n'y en a presque pas, donc il n'y a pas condamné les gens. Vous prenez votre cousin qui habite à Songololo, qui a tous ses pieds écartelés avec des chics et tout ça, et vous le nettoyez un peu. Il paraît qu'il court très vite, il est très très fort, il tape un peu au ballon, et vous l'amenez au Barça, en disant voilà, il va faire des merveilles. Mais non, il n'a pas les compétences pour faire ça. Donc ne demandez pas aux incapables qui ne savent ni penser, ni produire, quand ils sont techniciens du savoir, ça ne va pas produire. Et vous leur demandez de s'occuper de l'Est. Ils vont commencer par où? Ont-ils trahi? Mais non. Trahir, c'est être au courant. Ah, ils ne sont pas au courant. Ils ne créent pas. Ils ne peuvent pas trahir. Donc le mot trahison ne s'applique qu'aux gens qui ont la conscience très élevée et qui ont des solutions à pouvoir apporter, et finalement qui ne les appliquent pas. Là, ce sont des traîtres. Tu sais, tu es au courant, tu peux transformer, tu peux créer, tu peux orienter, tu peux jeter les ponts vers les futurs, mais tu ne les fais pas. Et tu vois toutes les souffrances. D'accord? C'est un traître. Combien sont-ils aujourd'hui en RDC ayant toutes ces dispositions naturelles et cette capacité de production? Il n'y a qu'à voir chaque année la rentrée littéraire, philosophique et autres dans tous les domaines d'activité définit l'intelligence d'un pays. Vous êtes à l'université, combien de livres la RDC produit dans tous les domaines d'activité chaque année? La rentrée littéraire, ça partit entre le mois de septembre et octobre. Combien d'écrivains congolais sortent des textes qui innovent dans le domaine de la pensée, même de la technique? Presque pas. En commençant par l'université. On n'y produit rien. On y produit des certifications, mais très précaires. Si je prends
les uns les autres à côté. Je suis très tranchant, c'est comme ça que je travaille au marteau. Je prends les uns les autres à côté pour dire, voilà, on va parler un peu de ce que vous faites à l'université, vous êtes arrivé à quel niveau, ça, c'est pour faire quoi exactement. Ça sert à une calamité. Pourquoi? Mais ce n'est pas vous le problème. C'est que vous n'êtes pas formé, vous êtes déformé. Parce que c'est l'usine. Et l'usine ne produit que ça. Or, quand je sens, votre présence montre qu'effectivement, vous avez besoin de liberté, d'entreprendre. Vous avez besoin de la respiration en hauteur. Et ça, à côté de votre petit document qu'on va vous remettre, ces parchemins qui ne servent globalement à rien parce qu'il ne contient rien substantiellement, mais il permet tout simplement de s'amuser, à avoir les prétentions, comme j'ai vu encore hier, quelqu'un passer à la télévision, grandiloquent, attaquer l'autre, il n'a pas ceci, il n'a pas cela et tout ça. Mais ce que lui-même a, il ne sait pas que ça ne vaut rien du tout, parce qu'il ne produit rien. Il a la critique à la bouche, mais lui ne représente rien. Alors, il s'estime être le meilleur répétiteur, tout simplement. Voilà la prétention de quelqu'un. Moi, je répète mieux que toi. Donc, c'est l'histoire du meilleur perroquet entre la belle voix, la moins belle et tout ça. Et voilà, c'est tout. Mais globalement, il ne produit rien. Donc, pour revenir à notre sujet, parce que bon, vous suivez? Ça va? Vous êtes sûr? Donc, pour revenir au sujet, je pense qu'on doit reformuler d'abord, dès que vous aurez identifié qui sont les vrais intellectuels, au sens où je l'explique, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, pas autrement. Alors, à ce moment-là, vous pouvez leur adresser la question, ce qui se passe dans la partie Est, et vous pouvez maintenant leur assigner la responsabilité de la partie Est. Tant que vous n'avez pas identifié exactement qui est intellectuel, il est presque difficile de pouvoir attaquer quelqu'un en justice. Et quelle justice? La justice de la raison. Parce qu'ici, il s'agit du tribunal de la raison. Quand vous lancez une fatwa comme celle que vous avez lancée là, la responsabilité de l'intellectuel par rapport à ce qui se passe dans la partie Est, mais c'est une fatwa. Vous savez c'est quoi une fatwa? Dans l'église, hein? Tradition musulmane? Oui. Dans la tradition musulmane, c'est une sorte de sanction suprême, une sorte de peine suprême qui est lancée par l'autorité spirituelle de la Oumma, donc la communauté des musulmans, on appelle ça la Oumma, qui décrète que telle personne a failli à sa mission de bon musulman, a contredit les préceptes du prophète Mahomet et par conséquent doit mourir. Et que tout musulman, tout bon musulman sur la planète, s'il rencontre cette personne, doit la tuer. C'est ça la fatwa. Donc ce qui requiert aussi que, voilà, que vous ne connaissiez pas le mot fatwa, c'est pas bon, vous devez apprendre ça. Ne vous limitez pas à la petite culture française qui est une culture, mais pas médiocre, elle est moyenne. La France, c'est une culture moyenne, très très moyenne, très petite même. Ce n'est pas une culture extraordinaire. Mais comme nous parlons français, on a pensé qu'effectivement, quand on vous cite les Rousseau, les Voltaire, tout ça, c'est extraordinaire. Rousseau n'est même pas français, il est suisse. Et c'est rien de spécial. Ce sont les gens qui ont une sorte de patchwork des cultures. Les patchwork, c'est les kizobazoba. Vous voyez, on met des morceaux, hein? C'est ça les patchwork. Donc il y a beaucoup d'Italiens dedans, beaucoup d'Allemands dedans, beaucoup d'Anglais dedans, beaucoup de Slaves dedans, mais la culture française elle-même n'existait pas. La France n'a pas de culture propre. Mais la France a la communication extraordinaire dans les pays qu'elle a occupés, les pays qui parlent français. On fait beaucoup de bruit, mais quand vous allez dans la structuration réelle, il n'y a pas de culture française. Vous découvrez ça Schopenhauer, c'est Schopenhauer qui est quelqu'un de magnifique et j'aime beaucoup. Lorsqu'il fait la déclaration, que j'adore d'ailleurs dans ses aphorismes et insultes, il dit tous les pays ont des singes, l'Europe a des Français. C'est ce qu'on pense, c'est là. Donc pour l'Allemagne, les Français sont les singes de l'Europe. Vous imaginez, vous les adulez, mais les Allemands estiment que bon, c'est les singes de l'Europe. De la même façon, un travail mal fait, c'est un travail français. Chez l'Allemand, c'est ça. C'est ce pays-là qui a été rasé 2 fois,
surtout la deuxième fois, entre 39 et 45, on l'a rasé complètement. Mais puisqu'ils ont investi dans l'intelligence, dans la puissance, ils sont relevés, ils sont toujours numéro 1 en Europe. Tout le monde s'est coalisé pour raser l'Allemagne. La meilleure qu'ils a été. Alors qu'ils avaient déjà fait la reddition. Début 45, entre 2 et 3 mois, les Alliés ont décidé de raser complètement l'Allemagne. Ils ont fait ça. Aujourd'hui, ils sont toujours au-dessus. Parce qu'ils ont investi là-dedans. Et les plus grands intellectuels qu'on a en Europe, les plus grands depuis le XIVe siècle, sont allemands. Vous commencez par Maître Eckhart, c'était un moine religieux et philosophe, jusqu'à Heidegger. En passant par tous les scientifiques les plus importants, notamment les Planck, les Einstein, qui sont des langues allemandes, plutôt entre la Suisse et l'Allemagne, mais bon, qui sont quand même allemands. C'est le peuple le plus élevé parce que c'est le peuple qui met la pensée avant toute autre considération. C'est le peuple qui a récupéré l'essentiel de la matrice de l'Égypte antique. C'est le peuple qui a récupéré l'essentiel de la matrice de la Perse, donc l'actuel Iran, et de l'Inde. Pour comprendre comment est-ce que ces gens-là pensaient, il fallait penser au départ des penseurs de ces périmètres-là, avant la Grèce antique, avant le Rome antique. Et ça produit des gens extraordinaires. Voilà le modèle. Produire comme les Allemands, la Mercedes, les autoroutes, les machins, tout ça, oui, très bien, mais ce n'est pas la copie. Ce n'est pas la copie qu'il faut faire, cette copie-là. Il faut faire la quête de l'accès à l'intelligence. Comment est-ce qu'on fait le processus pour accéder à l'intelligence? J'aurais voulu voir ici à l'Unikin, à l'entrée là-bas, comme nous sommes dans ce qu'on appelle la colline inspirée, et la pensée doit y être, et l'origine de la science doit y être. La première fois que j'ai vu l'Unikin, je pense que c'est dans les années 70. J'étais encore un môme, je suis passé par là. C'était très beau à voir. Mais j'ai toujours été intrigué, il n'y avait aucun signe qui spécifiait l'intelligence. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un symbole. Quel est le symbole de l'Unikin d'ailleurs? C'est quoi votre symbole ici? Ah, vous ne savez même pas. Il n'y a pas de symbole. Vous parlez de l'Est, vous posez la question sur l'Est, sur la situation de l'Est. La RDC, les Congo, à ses origines, a inventé les mathématiques. Dans la partie Est, dans les petits villages d'Ishango. On aurait souhaité que l'Unikin, qui est la première université de la RDC, ait ne fût-ce qu'une fresque d'Ishango, comme étant les inventeurs des mathématiques. Nous sommes peuple inventeur des mathématiques. Il n'y en a même pas. Alors vous parlez des intellectuels, vous parlez de l'université, vous avez un outil de la recherche, de la pensée, de la structuration de la mentalité et des origines, de l'imaginaire, comme disait mon ami Kamana, de l'imaginaire. Ces pays de commencement, toujours Kamana. Vous avez un signe aussi important, il est nulle part. Ce pays qui a été frappé par un traumatisme terrible, 25 millions d'habitants en 1885 et en 1903, 12 millions. Décimés par les pouvoirs léopoldiens. Les tout premiers génocides de la planète. Y a-t-il une chaire d'histoire ici qui parle de ça? Non, même pas. Y a-t-il une main coupée, érigée quelque part dans cette université pour rappeler la nécessité de pouvoir conserver la mémoire et que ça n'arrive plus jamais? Non. Comment voulez-vous plaindre de l'Est si on a consenti à tout ce qui s'est passé pendant cette période-là et qu'on n'a pas mis ça en exergue, on n'a pas honoré la mémoire de ceux qui ont vécu ça, on n'a pas enseigné ça? Les questions auxquelles vous devez répondre, non seulement d'abord répondre, mais souscrire d'abord et y répondre par la suite. Maintenant, la solution dans la partie Est.
J'ai eu l'opportunité de proposer au gouvernement une solution à la fois métaphysique et physique. Si on l'applique aujourd'hui ou demain, on a la solution, mais si on ne l'applique pas, c'est même pas la peine. Les secrétaires d'État américains viennent de passer. Bien qu'il y ait eu des rapports des Nations Unies, et ce n'est pas les premiers rapports, nous sommes au 5e, 7e rapport, il y a eu 2012, 2010, 2012, 2000, je ne sais pas combien encore et tout ça, et l'actuel rapport. Donc, en passant par mapping. Il est passé, il n'a pas condamné le Rwanda. Et il ne condamnera pas le Rwanda. Vous pouvez vous mettre à genoux, il ne les fera pas. En 1900... Non. En 98. 1998. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas mis mes pieds en RDC. Je suis passé par là. J'avais quelques deuils en famille qu'il fallait absolument... pour lesquels il fallait absolument que je vienne. Et puis après, je devais faire un saut en Afrique du Sud avant de remonter en Europe. J'arrive à Johannesburg, il y a une conférence d'un jeune officier américain qui avait eu une année sabbatique parce qu'il est sorti major de sa promotion. Il devait faire le tour du monde, faire des conférences. Et ces conférences étaient très chères parce que pour l'entrée, dans les gradins, il fallait plus ou moins $100. Et un peu plus bas, il fallait plus ou moins jusqu'à $500, $1000. Donc, qui mettait en exergue l'intelligence américaine, puisque c'est un officier qui avait fait West Point. C'est la plus grande université militaire américaine. Et il explique, parce qu'on lui pose la question en disant, mais oui, mais les États-Unis soutiennent certains pays contre d'autres, alors qu'ils estiment la nécessité de la démocratie, d'absence de dictature, l'intangibilité des frontières, tout ça. Et c'est très bien, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas statuer. Parce que la raison qui est la nôtre, la raison elle-même, pas la nôtre, la raison ne permet pas qu'on statue sur certaines choses. Alors, on est en Afrique du Sud. Il sort la carte de l'Afrique. Et on projette de faire la carte de l'Afrique. Il prend son marqueur lumineux, il monte à la RDC. Vous voyez ces pays ici, là, que vous connaissez? Tout le monde dit oui, oui, oui. Plus ou moins 70 millions d'habitants. Vous voyez ces petits pays ici, ces petits points ici? Vous ne savez même pas voir les petits points. Entre 3,5 millions et 4 millions d'habitants. Alors, ces grands pays avec plus ou moins 70 millions d'habitants, dont la surface fait 2 345 000 km², et ces petits pays très accidentés, puisqu'il y a cette pleine de collines et de montagnes et tout ça, qui est à quelques kilomètres, milliers de kilomètres carrés, ces deux pays viennent devant les Nations Unies pour que les gros ici se plaignent du petit. Il n'y a pas à faire. On ne peut pas statuer sur ça. Si vous ne pouvez pas vous organiser pour soumettre ces petits pays, on ne vous aidera pas. C'est même pas la peine. On ne va pas le faire. De la même façon que Israël, qui a autour des pays arabes autour de lui, tous les pays arabes déposent chaque année des demandes aux Nations Unies pour condamner Israël. Israël rentre au Liban, en Syrie, en Égypte. Il frappe l'Iran. Mais lorsqu'il faut voter au Conseil de sécurité, les États-Unis disent niet, on ne peut pas voter contre Israël. Ils sont petits, vous êtes autour d'eux, ils doivent se protéger, et on ne voit pas pourquoi on va voter contre Israël. Non, on ne peut pas. Donc, la première chose à faire, c'est de vous concentrer sur vous-même, à comprendre que,
aucune nation forte sur la planète ne vous aidera. La compassion, ou la quête de la compassion, de la pitié, c'est pour des races faibles vouées à la disparition. Nous sommes aujourd'hui identifiés dans tous les circuits internationaux comme un peuple voué à la disparition, parce qu'un peuple faible, incapable. On ne produit rien en RDC en termes d'intelligence. Le peuple mou, il danse, il boit, il fornique, il produit des enfants à tout va. Il n'y a aucune organisation, aucune structuration, rien. Un peuple ultra anarchique. Vous espérez quoi? Donc sur cette base-là, il n'y a aucun espoir. Si on ne se concentre pas très vite, comme disait Goethe, on ne réunit pas les peu qui nous restent, les peu de cendres où il y a encore la petite flamme à l'intérieur, pour produire quelque chose, un sursaut, on continue toujours à faire rire les singes et les enfants. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes aujourd'hui tous soumis comme une drogue. Vous tous, comme vous êtes là, chaque matin, vous êtes à la quête du buzz. Ces buzz portent sur quoi? Tel musicien a insulté tel. Tel politique a insulté tel. Tel a couché avec la femme de tel. Tel a volé telle chose. Mais les petits garçons, les Goma, les petits garçons, des Bikoro, qui a produit une phrase de l'intelligence et tout ça, personne n'ira regarder. Ça n'intéresse personne. Alors quand vous faites la comptabilité au terme de la journée, après avoir consommé les stupres et la production d'argent de certains, ça vous donne quoi comme avantage dans votre vie? Vous vous êtes moqué de quelqu'un parce qu'on a pris sa femme. Vous êtes moqué d'un musicien parce que vous êtes... Maintenant, il y a des clubs fanatiques des X par rapport à l'autre, tout ça. Très bien. Ça vous donne quoi? Ça donne quoi à la RDC? Les cirques est nécessaire, la musique est nécessaire pour distraire lorsqu'on est dans une sorte d'expansion intellectuelle, d'expansion militaire, d'expansion financière, d'expansion économique. On s'amuse. Les cirques a servi à ça, à Rome. Mais on ne peut pas ramener la vie de tout un peuple, de quasiment 100 millions d'habitants, au cirque. La priorisation du cirque au détriment de la pensée, de l'intelligence, de la structuration, de la projection. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous parler de ce que sera la RDC dans 50 ans? Non. Vous n'en parlez pas. Nous vivons au jour les jours. Nous vivons maintenant les cycles électoraux. On va aux élections. Pour aller aux élections, ceux qui ont les moyens financiers de l'État s'organisent pour miner tous les systèmes. Donc, dès qu'on finit l'élection, on est déjà dans la préparation pour la future élection. C'est une rente. Posez-vous la question, vous voyez quelqu'un, puisque les modèles du commerce, c'est le Congo central, vous voyez un Mukongo du Congo central, qui a commencé avec 50 $ ou 100 $. Il fait son petit champ. Il a ses maracujas ou autres produits, tout ça qu'il amène à Kinshasa, il vend. 1 an, il passe à 1000. 10 ans, il est à 200 000. 20 ans, il est à quelques millions. Vous les voyez prendre 1 million de dollars pour mettre dans un parti politique? Jamais. Ni Mukongo, ni quelqu'un de l'Est, ni du centre. Personne ne met son argent. On vous dit, oui, faites un parti politique. Oui, mais faire un parti politique, ça coûte un cash monstre pour la RDC. Il faut couvrir les territoires. On en a 145 territoires, 26 provinces. Et il y a plus ou moins plus de 300 secteurs. Il faut aller partout, il faut positionner les gens partout, il faut avoir un bureau partout. Un minimum de 2 à 3 millions de dollars. Mais tu les tiens d'où? Donc le peuple congolais, vous, la jeunesse congolaise, vous devez exiger à ce que ça s'arrête. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir
presque 1000 partis politiques. On est à plus ou moins 700, 800 partis politiques. Comment voulez-vous? Donc les partis politiques sont la photographie des ligablos. On n'a pas d'activité, on fait son petit ligablo, on a un petit rien, on commence. On accède à l'État, on prend un ministère ou une entreprise, on a du cash, on fait les partis politiques pour préparer l'avenir, pour rester encore en responsabilité. Listez tous ceux qui sont là depuis 20 ans, vous verrez comment ils sont entrés. Certains par la société civile, et puis après ils sont montés, bon bref. C'est dire à quel point l'espoir n'est pas là-dedans. D'où ma proposition de la 4ème République. Bon, j'espère bien que ma famille politique pourra tenir compte de ça. J'attends qu'on me donne l'opportunité de pouvoir expliquer en profondeur. Ces pays a besoin de 2 partis politiques maximum. 2. 2 partis politiques avec un budget de l'État. Ceux qui sont parmi vous qui ont du talent, puissent avoir les prétentions d'entrer dans un parti politique, des figures parmi les meilleurs et d'avoir des postes en fonction de l'intelligence. Il y a un pays qui me plaît énormément, c'est la démocratie chinoise. On vous a dit que ce n'était pas une démocratie, moi je dis que c'est une démocratie. Il n'y a pas meilleure démocratie sur la planète que la chinoise. N'écoutez pas ce que vous disent les Américains et les Européens. Il n'y a pas meilleure démocratie que la chinoise. La Chine fonctionne, a repris son modèle de fonctionnement de l'Empire. C'est-à-dire que il y a chaque année un examen qui est adressé aux enfants de 6 ans. Sur les 1 milliard 300 400 500 millions aujourd'hui qui sont, tous les enfants de 6 ans doivent passer cet examen-là. Dans toutes les écoles. Les meilleurs sont retenus. On les suit. Chaque année, ils ont encore un examen. Si tu es mauvais, tu es éliminé. Chaque année, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Au sortir de l'université, les meilleurs sont maintenant ceux qui vont être utilisés par l'État pour rentrer au comité central, au bureau politique, dans les entreprises de l'État. Leur place est là parce que les dispositions naturelles de l'humain font qu'il y a certains qui ont du talent, des dons, d'autres qui n'en ont pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Spengler, qui prévoit que dans la vie, il y a les concepteurs, les penseurs et ceux qui suivent. On les teste par des mécanismes pour s'assurer qu'effectivement tel ou tel autre a plus de talent par rapport à X ou Y. Donc parmi vous, il y a des potentiels leaders, mais qui seront bloqués au motif simplement que ils n'ont pas de pairs patrons de partis politiques, ils n'ont pas de moyens pour accéder à un parti politique ou à figurer sur la liste électorale, et par conséquent, cette intelligence sublime qui peut être ici sera éliminée. Les modèles qui est le nôtre aujourd'hui, qu'on a copié, mal copié d'ailleurs, est le pire des modèles qui va nous enfoncer de plus en plus encore. Mais imaginez-vous un seul instant, et je vais clôturer là-dessus parce que la situation de l'Est répond à ces critères. 2 formations politiques. 2. Pas 3, 2. On dit chaque formation a 50 millions de dollars par an. Gérée par la Cour des comptes, la comptabilité nationale et l'IGF. Plus personne ne peut sortir un sou de sa poche pour donner au parti politique. Fini, terminé. La compétition, c'est-à-dire quand vous faites un choix. Moi, je suis de droite, conservatrice. Je fais un choix d'appartenir à la droite. Donc il y a 2 partis, gauche, droite. J'entre dans mon parti de droite, et maintenant on commence la compétition au cœur de ces partis. Cette compétition est organisée par l'État, par les commissaires généraux au plan, pour tester tous les candidats à la gestion du parti. Vous passez l'examen. Les meilleurs sont retenus. Ce n'est pas les milliardaires, les meilleurs sont retenus. Parce que l'argent des milliardaires ne sert plus à rien. Alors qu'ils fassent le commerce, mais en politique, il n'y a rien à y faire. On a maintenant les groupes qui vont devoir gérer le parti. Maintenant, on va dire, voilà, écoute, sur les groupes, ceux qui ont des ambitions présidentielles, par exemple, se présentent. Vous voulez faire quoi de la République? Tout ça, bon, faites la compétition. On va faire un choix. On propose encore un document d'évaluation
des candidats. Jusqu'à ce qu'on puisse sortir un candidat qui est le meilleur parmi les groupes qui appartiennent à la droite. Ça peut se faire en un mois, on a clôturé l'affaire, par un parti politique. Maintenant, on a le meilleur. C'est lui qui a le leadership absolu, c'est lui qui a compris, c'est lui, retenez ces mots, cette phrase, c'est lui qui est capable de jeter les ponts vers les futurs. Et c'est lui-là, on dit voilà, c'est lui le candidat. Et de l'autre côté aussi, on fait la même chose. On simplifie l'élection. On va aux élections sur la liste majoritaire. Vous prenez une circonscription qui a 4 sièges à la députation nationale, 4 sièges à la députation provinciale. Vous y mettez 8 personnes, tout en spécifiant que bon, c'est députation nationale, députation provinciale. Avec à la tête les leaders absolus. C'est lui qui est censé être candidat président de la République. Si la circonscription a 100 000 voix pour les 4 sièges, la liste qui arrive en premier avec 50 001 voix rafle tous les 4 sièges. Il n'y a pas cette comptabilité d'épicier qu'on a tous les jours ici, proportionnel, machin, tout ça, c'est bidon ça. Ça, c'est une nébuleuse pour enfumer les gens. Donc, on sait déjà qui sera président de la République. Donc, au terme de l'évaluation, dans la journée même, on sait que Kinshasa a sorti pour la gauche 20 députés, pour la droite 30 députés, parce qu'il y a plus ou moins 50 ou 55. 30 députés nationaux. Et par conséquent, les candidats de la droite ont eu 30 députés, ce qui fait que le candidat président a déjà 30 voix. On fait les 145 territoires, et dans la soirée, on a notre candidat président de la République. L'affaire est clôturée, donc la Cour constitutionnelle ne sera plus là que pour pouvoir sanctionner de manière protocolaire. C'est-à-dire prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Rien d'autre. Il n'a plus de poids pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc vous avez maintenant 2 corps politiques qui sont là, qui sont identifiés. Autre chose, chaque corps politique doit déposer son programme, qui est affiché partout. Nous, à Kinshasa, on fera ça. Électricité, université, machin modifié, tous les tralala, fonds pour la recherche scientifique, recherche appliquée fondamentale, et tout ça. Ok, d'accord, on a vu. 10 points. Ok. 5 ans plus tard, on ne pose plus de questions, on regarde ce que vous avez réalisé ou pas. Donc il n'y a eu aucune garantie que vous reveniez. Autre chose, dans mon projet, j'inclus la nécessité de faire 10 ans dans un parti politique. Dès que vous êtes inscrit, vous faites 10 ans. Vous ne quittez pas. Ce n'est pas normal que vous soyez de gauche au matin, au soir vous êtes de droite. Ce n'est pas normal. Donc par conséquent, c'est 10 ans. Même parti politique. Vous repartez aux élections au moins 2 fois avant de changer éventuellement. On laisse l'opportunité aux gens de changer, mais c'est à cette condition-là. Alors quand vous avez ces 2 outils, vous pouvez maintenant voir sur le programme de chaque structuration politique, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la partie Est. Ça. Je m'arrête avec les projets de l'intégration de la RDC dans l'EAC. Je m'étais opposé à cette intégration à l'EAC. J'avais proposé un point à l'ordre du jour du Conseil qui a été adopté unanimement pour qu'on n'entre pas dans l'EAC. Pour la simple raison, étant membre de l'EAC, donc dans l'EAC vous avez le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Burundi, le Sud-Soudan. Et cette zone-là, c'est une zone avec l'union douanière. C'est-à-dire que libre mouvement des personnes et des biens, libre installation des personnes et des biens. Dans mon livre Ma Nation en 2007, j'en parlais déjà en disant attention, les risques que nous prenons, si vous regardez dans ce livre, vous allez trouver ça. Dans la partie Est, ce n'est pas tant la guerre que nous voyons, c'est l'arrachement d'une partie de la terre. C'est en train de se passer maintenant. Pourquoi?
il y a les principes de l'autodétermination des peuples et des populations par rapport à leur sensibilité culturelle, spirituelle. La partie comme Bunagana et autres qui sont aujourd'hui entre les mains du M23, la sollicitation de l'EAC de mettre une force d'interposition au milieu, la force régionale de l'EAC d'interposition au milieu, laquelle force est composée du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie et du Kenya et du Sud-Soudan, va faire en sorte qu'on va créer une frontière entre une partie du territoire congolais et le Congo. Et cette partie-là sera pilotée, administrée par les M23 et les Rwandais et les Ougandais. Il y aura un petit génocide par intrusion, toujours des Rwandais qui sont spécialisés dans ça. D'une centaine, 200 personnes qui vont être tuées, on va les exhiber au monde en disant voilà, il y a eu une infiltration de l'armée congolaise avec les FDLR, ils ont tué les gens ici, alors on va faire une sorte de référendum pour l'autonomie. Et puis les morceaux de terre est parti. Ne croyez pas que vous êtes supérieur à l'Europe avec le Kosovo. Le Kosovo, c'est une terre serbe, comme Bunagana. Les Albanais sont venus s'y installer. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, et par la suite, la religion est intervenue, et ils étaient mis à mal par les Serbes. Il y a eu un génocide réel. Il s'est fait qu'aujourd'hui, cette terre leur appartient. Le Kosovo est devenu quasiment un pays reconnu en tant que tel. Moi, aux responsabilités avec les autres, avant d'ailleurs que je sois au gouvernement, j'avais dit au ministre Ramou Tchibanda, puisqu'on avait eu la demande de la reconnaissance, on a dit non, nous on ne doit pas reconnaître. On ne doit pas se permettre de reconnaître. Parce que nous serons confrontés à la même situation dans la partie Est. Voyez-vous, c'est ça la situation actuelle qui se passe dans la partie Est. Au moins vous êtes alertés. Comme disait Cicéron, si elle a manqué des juges ou des procureurs à la République, je vous amène aujourd'hui l'homme le plus corrompu des Roms. Il appartient aujourd'hui à la justice de retrouver ses galons, sa notoriété dans les prétoires, et ne pas se laisser corrompre. Il vous appartient aujourd'hui à la connaissance de ce que je vous dis aujourd'hui. À vous de savoir comment identifier les intellectuels et leurs responsabilités, les vrais intellectuels et leurs responsabilités. La première responsabilité sur la partie Est, c'est notamment cette histoire des partis politiques. Ces refus de rester dans l'EAC, il faut sortir de l'EAC immédiatement. Immédiatement. Et ne plus jamais y rentrer. Parce que nous sommes aujourd'hui comme un lion isolé, on a quitté quasiment la SADC, comme un lion isolé, qui est entre les hyènes. Tout puissant soit-il, il sera des voleurs. Vous avez déjà vu l'animalier avec les lions isolés, avec des hyènes autour. Il ne peut pas s'en sortir. RDC, l'eau comme et tout ça, c'est bidon ça. C'est des slogans pour les fêtards et les handicapés mentaux. Ça n'a aucun intérêt. La force, ce n'est pas dans la parole, c'est dans l'action. Parler fort, danser fort, crier fort, insulter fort, ça ne sert à rien du tout. Les secrétaires d'État américains clôturent sa visite dans la région chez Kagame, qui actuellement est le patron du Commonwealth. C'est lui le président, qui assure la présidence actuelle. Ils vont parler, ils vont manger, ils vont rigoler. Oui, je viens de voir ces comédiens-là, ils pleurent encore, oui, et aide-nous, il dit à Kagame de sortir et tout ça. Et mais comment, j'ai rigolé, tout ça. Et puis, alors qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit non, il faut d'abord sortir l'FDLR. Il n'a fait que parler de l'FDLR. Il n'arrive même pas à citer les mots M23. Oui, vous savez, on est au courant que l'armée congolaise doit être réformée, ils sont avec les FDLR, il faut éviter ça, il ne faut pas armer les groupes et tout ça. Les FDLR, quand même, ce sont des mauvais souvenirs. Oui, mais pour les Rwandais, oui, il faut des positions un peu diplomatiques. Bah, suivez l'interview de Sakone. Vous avez suivi ça? Aucune condamnation, rien. Il n'arrive même pas à citer le mot Rwanda. Oui, je vais aller là-bas, je vais parler. Ah, vous pensez quoi? Faire quoi?
Bon, c'est la diplomatie, c'est la diplomatie. Vous allez soutenir la RDC pour les armes? Ah, nous sommes contents qu'ils sont dans la réforme. Est-ce que... Rien. Donc, les messages en diplomatie est clair. Vous êtes des comiques. On va vous traiter en tant que comique parce que vous avez continué à faire rire le monde entier. Vous êtes la risée du monde entier. C'est un plaisir de rire quand on voit la RDC passer et tout ça. Vous voyez un peuple qui passe son temps à manifester. Vous êtes en guerre, vous allez manifester. Ah non. Les jeunes gens de Goma sont entrés dans MONUSCO. Ça fait des années qu'on dit, ouais, vous devez partir. Oh, on va partir l'année prochaine. L'année prochaine. Non, non, c'est fini. Vous devez partir. Ils sont entrés dedans. Il y a eu des morts. Maintenant, le plan est déclenché. L'agir. En Angola, on les avait chassés. En Angola, c'est quoi? Fin des années 70, les Angolais ont décidé, avec Eduardo Santos, qu'ils devaient sortir. On les a fait sortir par la force. Et vous manifestez. Je ne pense pas que ce soit la voie la plus... Le pacifisme, c'est très bien. C'est très bien pour les veaux, pour les moutons, pour les canards et les oiseaux, enfin pour ces gens-là, mais pas pour les humains. C'est pas... La guerre, c'est le socle d'une cité. Une cité qui fait la guerre tout le temps, se propulse, travaille, produit, se protège et est respectée. Les jours où la RDC commença à faire des incursions de 50-100 km sur les terres étrangères, ces jours-là, la RDC aura la paix éternelle. Plus personne ne saura venir. Les jours où, comme dans l'homme et la structure, j'ai dit, chaque enfant congolais aura fait son service militaire, il sait très bien que bon, moi j'en suis, je suis là, dès que j'ai un coup de fil de mon chef de bataillon, je sais que j'ai mon pactage qui est chez moi à la maison, j'ai mon arme qui est quelque part dans un camp militaire, je vais récupérer, je sais que mon camp de regroupement c'est à tel endroit, je prends mon avion, je pars à Kamina, je vais à tel front. Ces jours-là, toute l'Afrique va nous respecter. Les jours où on commencera à pouvoir fabriquer nos armes, au départ de l'Unikin, de l'Unilou, de l'université de Kisangani, parce qu'il y a des facultés de la haute technologie et tout ça, ces jours-là, on va nous respecter. Les jours où chaque année, le budget national va consacrer $1 milliard minimum à la recherche appliquée fondamentale, on va nous respecter. Les jours où l'armée et la police aura $1 milliard par an de leur budget, on va nous respecter. Or, cet argent est disponible, on peut le faire. Et ça, c'est la pensée qui précède l'action. Il faut l'avoir. Tant qu'on n'a pas, on ne peut pas faire autrement. Voilà pourquoi je suis déçu de vous dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a presque pas de responsables parce que les responsables ne sont pas identifiés en termes d'intelligence de sa production d'illuminer la cité. Il y a eu les Kamana qui sont partis, Moudimbe, qui est le maître absolu de la philosophie congolaise, de la pensée congolaise, l'homme le plus merveilleux, le plus pénétrant, l'homme supérieur RDC, en RDC, l'homme numéro 1. Les prophètes de la pensée congolaise, qui se place au-dessus. Nous, on s'accroche à sa soutane ou à sa tunique. Il s'appelle Yves Valentin Moudimbe. Personne ne lui approche. Aucun Congolais aujourd'hui ne lui approche, ne touche sa cheville. Aucun. Il a refusé d'entrer au comité central. Mobutu l'a supplié, il a dit non. Je suis contre ce que tu fais. Donc je ne peux pas m'associer à ça. Il est parti en exil. N'a pas été reconnu par la France, a été reconnu par les États-Unis, ce qui fait qu'il a enseigné dans la plus grande université qui s'appelle Stanford, parmi les 5 meilleurs de la planète. Il a eu la chaire de philosophie. Voilà un pasteur, un prêtre, un prophète, pour qui j'ai l'adulation suprême et les respects les plus absolus jusqu'à genoux. Mais tous les restes, ce sont les amuseurs publics, ils ne trouvent chez moi rien, aucun respect, juste une considération humaine. Ça s'arrête là. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on n'a pas compris ça, on est loin de confectionner un pays. Nous sommes un pays tout doucement en dépérissement, en disparition. Les cris ne feront rien du tout. Les cris ne feront rien du tout. Pensez, réfléchissez, avancez, vous verrez comme c'est beau de pouvoir gérer un pays comme celui-ci. Être ressortissant de la RDC aura de l'importance, mais à cette condition seule. Sinon, nous sommes voués à la disparition. J'ai dit et je vous remercie.
intervention riche et je dirais que c'est un éveil de conscience pour nous. Alors je l'ai présenté, mais je pense qu'il y a quelque chose que je ne savais pas encore. C'est un formateur de la jeunesse consciente, ou mieux de l'intellectuel qui est conscient, qui se veut conscient. Alors merci beaucoup, chère Excellence. Nous sommes honorés de l'intervention. Nous allons, je sais qu'il y a des questions, c'est très important parce que quand on croit connaître, on ne connaît pas en réalité. Nous allons prendre 10 questions maximum. Alors on va prendre une petite pause, le temps que vous prépariez vos questions, et le maître pourra y répondre juste après la pause. Il y a notre ami James Luboya, je ne sais pas s'il est là. James Luboya. Il va entre-temps nous parler de son œuvre et je pense qu'on va l'encourager et l'apprécier. Merci de présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je m'appelle James Luboya, je suis poète, je suis écrivain et libre penseur. J'ai étudié le droit à l'université de Kinshasa, j'ai fini en licence, j'ai obtenu ma licence en droit et voilà. Et en tant que poète, j'ai l'honneur aujourd'hui de me tenir devant vous pour vous présenter mon œuvre, ma première œuvre qui a été publiée aux éditions du Grand Lac. Et d'ailleurs, mon éditeur est juste là devant. Je lui demande de se tenir debout, Oncle Sam. Voilà, c'est un ouvrage, un petit livre qui a été préfacé par Jean Sileco, juste là, mon frère. Alors là-dedans, j'ai en résumé parlé de ma perception de l'être humain, comment je pense l'être humain, comment je pense être l'être humain, ce que je comprends de la vie, comment je perçois au fait le parcours de l'être humain sur la Terre. Et pour cela, je vais vous inviter à écouter un petit extrait de ce que j'ai écrit pour vous donner une idée de... Alors je crois que je vais lire... un de mes textes préférés. C'est la page 34. Voilà. D'abord, je vais vous lire une petite introduction, une petite explication. J'appelle ça un prélude à la deuxième partie parce que mon livre comporte trois parties. Et la deuxième partie s'appelle la terre ensanglantée. Là, je suis en train de dire que la terre est en train de pleurer par rapport à tout ce qui se passe. Alors, je regarde couler au gré du vent la force des flots, l'humanité. Elle se consume dans les profondeurs et montre ses rougeurs. La terre pleure car elle a été tuée. La nature larmoie de son violent sort et l'homme qui pointe d'or. Dame Nature réclame ses droits car foulée aux pieds par des humains aux envies à la démesure diabolique. La terre se plaint de ce qu'elle est insultée, elle ne sert qu'à la bonne fortune, mais nul ne se préoccupe de son amertume et de ses larmes. Moi j'ai craché sur le sol, il n'a point réagi. J'ai cultivé la terre et je me suis affagi. Sur elle, nous plaçons nos effigies et elle se mue en cadeau, en véritable trophée pour nos richesses, mais elle souffre. Qui a le dernier mot sur le peuple? Il se tient sur la rive du fleuve et regarde les faibles se noyer. Il prête main aux nageurs. Il ne prête qu'aux riches et dépouille l'indigent. Humain et diabolique, et voici, la terre est pleurée. Ça, c'est maintenant un poème que je vais vous lire. Ça, c'était juste un prélude à la deuxième partie. Et ça, c'est un de mes poèmes préférés en tout cas. Le soufre arbore l'âpre odeur de la mort, sous les temps de feu qui s'agitent, et brûle sans limite la terre grande encore. Hercule le majestueux s'endort, il s'assoupit sous les caresses de la dynamite, et s'évade tel l'utopique camite. Quand soudain l'émoi s'évapore, le bruit agite les vents et la peur incube. Le monde des riches savants s'éveille et titube. Le soufre arbore l'âpre odeur de la mort. Sous les temps de feu qui s'agitent, le bouillant magma étreignit son corps.
avant qu'il ne s'abrite. Voilà. Pour une brève explication, ici je suis en train de parler au fait, l'Africain. Quand je parle de l'utopique Kamit, je vois l'Africain qui, au fait, pour me rattacher, pour me rallier à l'idée, à la pensée du maître, nous les Africains, précisément les Congolais, nous sommes tout le temps dans les utopies, nous n'agissons pas. Il y a la dynamite qui résonne, mais nous dormons. Il y a la guerre à l'Est, mais nous dormons, nous n'agissons pas. Pas de vraie réflexion dans le sens de changer les choses. Pas de vrais intellectuels, seulement des gens qui ont des diplômes. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux être fier de dire, je l'ai toujours dit aux gens, c'est ceux qui me connaissent, et je suis aujourd'hui fier de le dire, je ne suis pas très attaché aux études et encore moins au système éducatif congolais. Bien sûr j'ai étudié, mais je ne suis pas très attaché aux études, je suis plutôt attaché à la pensée. Et j'ai essayé de mettre quelque chose par écrit, c'est vrai que l'ouvrage est petit, mais j'ai essayé de transmettre quelque chose et j'espère que si vous le voulez bien, vous allez le lire. Il coûte 10 dollars auprès de l'éditeur. Si vous voulez contacter l'éditeur, vous me contactez personnellement, vous aurez une page. Merci. Merci beaucoup, cher James Luboya. C'est une œuvre très intéressante. Je pense que vous allez vous en procurer pour l'encourager parce que c'est un collègue, c'est aussi un ami du club. Alors, pendant tu peux faire un commentaire là-dessus? Oui, merci. C'est James, hein? Oui, James. James, tu as non seulement mes félicitations, mais bravo, parce que tu me rappelles la République de Weimar. C'est-à-dire que c'est avant l'arrivée du Troisième Reich, avant l'arrivée d'Hitler, il y a des jeunes gens, à la suite de la fin de la Première Guerre mondiale, l'humiliation subie par l'Allemagne, ce sont les jeunes penseurs, des médecins, des philosophes, des juristes, qui se sont mis ensemble pour penser une autre Allemagne. Parmi eux, il y avait des jeunes comme toi, qui sont plongés totalement dans la littérature de Goethe, qui est le plus grand romancier allemand, pour prendre des matériaux, notamment à travers des poèmes très durs, comme tu viens de faire, mais ce n'est pas dur pour une situation aussi molle qu'est la nôtre. Cette insuffisance rénale de la réaction chez nous, et tu démontres dans ton texte, je l'aurai, je vais le lire, je vais le donner à mes enfants pour leur expliquer la nécessité de pouvoir écrire comme ça. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire seulement de manière directe, mais la subtilité de la prose, notamment de la tropologie, c'est-à-dire l'étude des tropes, c'est les figures de style, est nécessaire dans l'écriture en temps actuel. Alors ces jeunes gens-là, il y avait Diesel, il y avait Moller van den Broek, il y avait Armin Moller, qui était vraiment à un moment donné le maître absolu, qui a créé la révolution conservatrice. Comment aller dans les scories de l'histoire pour prendre les éléments nécessaires pour faire la révolution et se concentrer en tant qu'Allemand. Ça s'appelle la révolution conservatrice. Vous trouverez ça dans Ma Nation, j'en parle. Et vous êtes un révolutionnaire conservateur. La terre, sa substance, sa souffrance, et l'homme, son inaction, l'homme congolais, puisqu'il s'agit du kémite congolais ici, il ne faut pas d'autres, le nôtre ici, qui n'agit pas. Les Sénégalais agissent, les Botswanais agissent, les Libyens agissent, les autres agissent, nous on n'agit pas. L'homme amorphe, l'homme ver de terre, l'homme limace. Et je trouve ça dans ce que vous dites, dans vos textes, c'est sublime. Et ça me donne un peu la paix de mourir en paix quelque part, parce qu'au moins il y aura des jeunes qui auront eu conscience qu'effectivement, barader avec la certification d'usine, licencié en quoi? En répétition. Globalement, c'est ça. Et vous, vous dites non, je ne suis pas licencié en répétition, je suis un producteur de la pensée à ma hauteur, mais c'est ce qu'on cherche. Et de toute cette littérature de l'époque, un certain gars, un certain Adolphe, a lu, s'est concentré là-dessus, tout ça. Il n'avait pas fait d'études extraordinaires, il avait commencé l'étude secondaire des beaux-arts. Ses parents n'avaient pas de moyens, il s'est arrêté là. Mais ce qu'Adolphe a fait, ce qu'il a lu, tout ce monde-là,
En commençant par les premiers d'entre eux, le texte le plus important d'Armin Moller, en fait ses projets à l'époque, puisque ce n'était pas encore sorti, c'est une thèse de doctorat, la révolution conservatrice dans la République de Weimar. Au terme de cette lecture, ces mouvements de Diesel, Moller, Vandenbroek, Ernest Jung d'ailleurs qui fait un travail extraordinaire avec son texte Der Arbeiter, ce qui veut dire les travailleurs. Et c'est tellement spirituel ce texte-là, tellement spirituel qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'il veut dire. Il faut entrer, il faut avoir les codes pour y accéder. Et tout ça, Hitler met ça en place. Il lit, il se concentre, il rentre dans un syndicat, on lui apporte le pouvoir entre les mains. Il les prend. Et toute ces jeunesses l'accompagnent. D'où les gens reprochent à quelqu'un une sommité extraordinaire, Martin Heidegger, de s'être associé aux nazis. Ils oublient une chose, que Martin Heidegger a été parmi cette jeunesse qui avait pensé qu'effectivement, il fallait sortir de cette léthargie, mettre l'Allemagne au-dessus de tout le monde. Parce que c'était la race supérieure, c'est leur entendement. Alors, moi, je considère que la RDC est censée être l'inventeur des mathématiques et la race supérieure. Et voilà, l'idée, c'est celle-là, quoi. C'est comme ça. S'il y a toi, puisque je sais que Dolph écrit, Jancy écrit, il y a comme ça plein de jeunes gens, et je souhaiterais à un moment donné réunir un peu tout ce monde-là autour de moi, qu'on puisse réfléchir ensemble, débattre comme ça, sans prérequis. Oui, tel et tel. Non, c'est juste entendre vos idées. Il y a une fraîcheur dedans, il y a une beauté dedans, il y a une profondeur. Ce que Nietzsche dit, ce que j'apporte, c'est une façon de pouvoir descendre sa main dans la profondeur et sortir enduit d'or et de bonté. Et là, il y a l'or et la bonté. Encore merci, James. Alors, merci beaucoup. Vos questions, vous les préparez. Le temps que nous allons observer une pause qui sera agrémentée par de la musique. Et je pense qu'après la pause, le maître va rencontrer vos préoccupations et ça va se faire de manière un peu rapide parce que nous n'avons presque plus de temps. Merci.
C'est l'Afrique qui coule dans mes veines. Normal que je partage toutes ces peines. Quand le ciel est noir, j'entends cette symphonie. Jadis nous donnant un peu de douceur et d'harmonie. Dans mes rêves, j'ai vu notre avenir qui était nu. Les rayons du soleil de notre nuage du présent. Les blés descendent rouges, les feuilles tombent. Ici, j'entends nos martyrs qui crient dans leur tombe. Les rayons du soleil de notre espoir s'éclipsent. La pleine lune de nos jours maudits existe. À travers ton iris, je vois la douleur de ton âme. Dans ton cœur, la haine et l'amour sèment les drames. Les murmures de tes entrailles font appel à la comète. Ta forêt perd sa saveur à cause des arbres que tu commets. Les silences de ton fleuve Congo n'appellent pas la tempête. Les cris d'alarme de tes ancêtres font sonner la trompette. Tes usages et coutumes ne voient plus le lever du soleil. Il est temps que tu te réveilles dans ton profond sommeil pour que tes héros trouvent la paix dans leur cercueil. Grandis ta culture, respecte tes principes traditionnels. Noir, la bravoure et le courage, tu les possèdes. Faut pas que la constellation de leurs idées sombres t'obsède. Maintenant que tu n'appartiens plus au bourreau, affranchis tes limites, va plus haut que les monts Kilimanjaro. Ton destin, toi seul, tu en as les monopoles. Les efforts de tes aïeux reposent sur tes épaules. N'oublie pas que tu es la descendance des rois. On a longtemps sur ton sol s'aimer les désarrois. N'oublie pas que tu es la descendance des rois. On a longtemps sur ton sol s'aimer les désarrois. Il est temps. Oui, il est temps. Il est temps pour la relève vers un nouvel horizon. Que tes arts t'apportent à ton pays la floraison pour vivre les retours de tes jours meilleurs. Car ton bonheur réside ici, pas ailleurs. Il est temps, prends la relève vers un nouvel horizon. Que tes arts t'apportent à ton pays la floraison pour vivre les retours de tes jours meilleurs. Car ton bonheur réside ici, pas ailleurs. En fixant mes yeux sur ton beau ciel d'azur, j'ai vu la couleur de ton sourire au crépuscule des étoiles dansent. Comme des enfants autour du feu avec prudence. La vraie histoire n'est pas celle que les voisins te racontent. Puis au plus profond de tes traditions orales et contes. Écoute, si ton Afrique est les berceaux, c'est que l'on a aussi les cerveaux. Si ton Afrique est les berceaux, c'est que l'on a aussi les cerveaux. Alors tous ensemble, si notre Afrique est les berceaux, c'est que l'on a aussi les cerveaux. Si notre Afrique est les berceaux, c'est que l'on a aussi les cerveaux. Moïse la morale.